et bienvenue dans Toute franchise sur LCI avec le Parisien, notre invité ce matin, la porte-parole du gouvernement. Bonjour Maud Bréjon. Bonjour. Pour vous interroger ce matin, Arlette Chabot, éditorialiste LCI. Bonjour Arlette. Bonjour. Olivier Beaumont, chef adjoint du service politique du Parisien, et tout à l'heure Bastien Auger du service politique de TF1 LCI nous rejoindra pour son tac au tac. Pour commencer, Maud Bréjon, c'est la règle. 3 questions, vous répondez par oui ou par non. Nous les développons, nous prenons le temps de les développer. Ne vous en faites pas juste après. Première question d'actualité, c'est Jordan Bardella qui dénonce le décret de la honte qui pourrait augmenter, selon lui, les prix de l'énergie et les prix à la pompe, par exemple, de 4 à 6 centimes. Il a raison ? Non. L'épreuve de vérité budgétaire aura lieu dans une semaine avec l'adoption ou pas du budget de la sécurité sociale. Ça peut mal se terminer, dit Boris Vallaud ce matin dans le Parisien. Il a raison ? Oui. La société Orange a fermé son site de 1200 salariés jusque mi-décembre dans le quartier de Saint-Mauron de Marseille face à la montée des trafics de drogue dans la rue et dans l'environnement. Est-ce que c'est à l'État de protéger ces entreprises dans ces contextes ? Oui. On va y revenir longuement, 3 sujets importants, mais pas que. Mais on revient sur l'affaire de l'électricité, brandie par le Rassemblement national depuis quelques jours. Jordan Bardella, donc, dénonce, je le disais, le décret de la honte, celui qui impose une hausse des prix de l'énergie, alors via un mécanisme ultra compliqué de prélèvement qui finance depuis 10 ans quand même les solutions énergétiques propres, comme la pompe à chaleur, c'est un exemple, pour remplacer la vieille chaudière. Question, est-ce que vous confirmez cette hausse par décret qui augmenterait le prélèvement de 6 à 8 milliards ? Bon, d'abord, Jordan Bardella est un menteur. Ce dont on parle là, ce n'est absolument pas une taxe ou un impôt, c'est un mécanisme qui vise à financer des rénovations thermiques, les rénovations des logements sociaux, pour ne prendre que cet exemple. C'est versé par les énergéticiens qui produisent et qui vendent de l'énergie fossile, donc je pense par exemple au fioul, je pense par exemple au pétrole, pour financer encore une fois des dispositifs de rénovation énergétique, notamment pour les classes moyennes et les classes populaires. Ce que fait Jordan Bardella est très grave. D'une part parce qu'il insinue que ça va dans les poches de l'État. Or, ce n'est pas une taxe. Ça ne va pas dans les poches de l'État. C'est un prélèvement. Ça ne va pas dans les poches de l'État. Ça sert à financer des dispositifs qui permettent aux Français qui en ont le plus besoin de changer de voiture, de moins consommer dans leur logement, par exemple. En faisant ça, Jordan Bardella est probablement porte-parole du Rassemblement national, mais aussi porte-parole des pétroliers. Il reprend mot pour mot les arguments déployés depuis quelques jours par les grands pétroliers. Voilà. C'est une honte parce que ces pétroliers n'ont aucune, et ces énergéticiens de façon plus générale, n'ont aucune obligation de répercuter, si je puis dire, c'est ce qu'on appelle ces C2E, pardonnez-moi, c'est très technique, sur les prix finaux aux consommateurs. Voilà. Ils s'organisent comme ils le souhaitent et je le redis encore une fois, c'est de l'argent qui sert aux Français et aux Français les plus modestes, dont Jordan Bardella dit prêter une attention particulière. Donc la honte, c'est lui. Oui. En même temps, effectivement, quand les pétroliers disent, eux aussi, même s'ils porte-parole, Jordan Bardella, de pétroliers qui disent oui, il y aura sans doute une augmentation des prix à la pompe de 4 à 6%. Le patron de Total, qui était sur ce plateau il y a quelques jours, parlait de ce fameux contrat comme un truc diabolique. Et la Cour des comptes, 3e élément, a remarqué que les 2 tiers effectivement cette on va dire quoi, prélèvement obligatoire sont répercutés effectivement sur les consommateurs. Donc il y a quand même beaucoup d'arguments qui font penser qu'effectivement l'énergie va augmenter, notamment le prix à la pompe. Je ne vois pas bien ce qu'il y aurait de diabolique dans ce principe qui veut que les énergéticiens qui polluent contribuent à financer des dispositifs vertueux pour le pouvoir d'achat des Français et vertueux pour l'écologie. Voilà, c'est un équilibre, encore une fois. Qu'ils y contribuent, c'est normal, ça ne date pas d'hier, ça fait plusieurs années. Et on est face à un défi, encore une fois, absolument majeur, parce que être dépendant du pétrole, être dépendant du fioul, être dépendant du gaz, eh ben, ça impacte le pouvoir d'achat des Français et ça impacte aussi la planète. Donc, c'est une façon d'y répondre. C'est le principe du pollueur-payeur dans le fond, c'est ce que vous décrivez. Mais il n'empêche, le décret qui est publié va augmenter le niveau de prélèvement de ce dispositif dont vous dites qu'il est vertueux. Mais c'est vrai. Le décret va augmenter ce qu'on demande aux énergéticiens
qui polluent pour compenser des mesures qui soutiennent le pouvoir d'achat des Français et la planète. C'est ensuite aux énergéticiens de s'organiser comme ils le souhaitent et de ne pas répercuter outre mesure. Outre mesure. Si on répercute, on est bien d'accord que ça peut se traduire par une augmentation du prix à la pompe de 4 à 6 centimes d'euros. C'est en réalité un peu plus compliqué parce que vous le savez, le prix à la pompe, il change à chaque fois que vous allez faire votre plein d'essence parce que c'est les cours du pétrole qui veulent ça. Et donc, ce qui en fait pourrait être une augmentation aujourd'hui ne se verrait pas forcément pour le consommateur dans un contexte. Des cours va compenser. Dans un contexte où le prix du baril tend à diminuer, quand bien même les énergéticiens, et on ne souhaite pas qu'ils le fassent, déciderait de répercuter en partie ce prélèvement sur les prix à la pompe, eh bien le consommateur pourrait ne pas le voir. Donc vous espérez que la baisse des prix du cours du pétrole, je dis une chose assez simple. Fasse en sorte que ça soit invisible. Je dis une chose assez simple. Indolore. Je dis, les énergéticiens qui polluent doivent contribuer à faire en sorte qu'on puisse aller pour les consommateurs vers des moyens de consommation plus vertueux. Et ensuite, 2, Jordan Bardella ne devrait pas faire peur aux gens comme il le fait là et ne devrait pas reprendre les arguments des grands pétroliers de ce monde. Et ça veut dire, par exemple, que le gouvernement peut demander aux énergéticiens de ne pas répercuter, effectivement, l'effort qu'il leur est demandé sur les consommateurs. En tout cas, on sera extrêmement vigilant et Roland Lescure sera extrêmement vigilant à la façon dont tout ça est fait. Du reste, nous ne sommes pas au Venezuela, nous ne sommes pas dans une économie administrée et donc nous ne dictons pas. Mais ça fait du bien, il faut le rappeler. Nous ne dictons pas aux énergéticiens le prix à la pompe. Mais enfin, ça tombe mal parce qu'il y avait un projet de baisse, Olivier. Et oui, Sébastien Lecornu, il y a quelques jours, a demandé au gouvernement de réfléchir à des mesures qui permettent de faire baisser le prix de l'électricité, donc la facture des contribuables pour le courant de l'année 2026. On en est où aujourd'hui? Quelles sont les pistes envisagées? Qui s'empare de ce dossier? D'abord, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet parce que l'électricité en France, elle est décarbonée grâce au nucléaire. On n'est pas sur on n'est pas sur des moyens de consommation qui polluent la planète. Donc ça n'a rien à voir. Ensuite, on sait que ça pèse lourd dans le pouvoir d'achat des Français. Et donc le Premier ministre a demandé à Roland Lescure d'avoir une réflexion globale sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc quel type de production on veut pour l'avenir et comment faire en sorte que les consommateurs paient un peu moins dans le cadre de la réflexion qu'on a sur le budget. Il y a une piste qui est étudiée, qui est une baisse de taxes. Il y a, encore une fois, c'est très technique, dans les différentes taxes qui s'appliquent sur l'électricité, une de ces taxes qui s'appelle la TICFE. Et on réfléchit, Roland Lescure réfléchit aux possibilités qu'il y aurait de la diminuer un petit peu pour que les Français particuliers, entreprises, tout le monde, sans distinction. Pour tout le monde, pour que les Français retrouvent un peu d'air. Voilà. Est-ce qu'on est sûr que le prix de l'électricité va baisser en 2026 ? À la fin de l'année, le 31 décembre, il y a le dispositif ARENH qui va s'arrêter. Alors, pour le vulgariser très simple, c'était le dispositif qui obligeait les fournisseurs à plafonner le prix du mégawattheure à 42 €. Mécaniquement, ça veut dire que si rien n'est fait, le prix va augmenter à partir du 1er janvier prochain. Donc même s'il y a une baisse de la TICFE, est-ce que ça va juste compenser ou comment pouvez-vous vous engager à ce que vraiment les tarifs d'électricité ne baissent pas en 2026 ? Cette possible baisse de la TICFE sur laquelle travaille Roland Lescure dépendra des discussions qu'il y aura sur le budget. Et on en revient toujours là. Ça fait partie des mesures qui sont intégrées au projet de loi de finances. Ah oui. Je vais vous donner un exemple. Le Sénat, hier, a voté un dispositif qui relève légèrement le prix du gaz pour permettre de baisser légèrement le prix de l'électricité. C'est votre solution aussi ? Ce n'est pas notre position à nous, mais c'est un débat qui est légitime parce que le gaz pollue, l'électricité ne pollue pas. Nous, on rappelle à toute fin utile qu'il y a 12 millions de foyers, 12 millions. Qui sont chauffés au gaz en France. Et donc faire payer à ces 12 millions de foyers la baisse du prix de l'électricité par ailleurs, ça ne nous semble pas complètement juste. Donc vous mais n'êtes pas favorable ? C'est un débat qui date, c'est un débat qui, encore une fois, ne date pas d'hier. Quelle part on fait supporter aux énergies fossiles et quelle part on fait supporter aux énergies décarbonées, sans pour autant défavoriser des ménages qui n'ont pas toujours les moyens de se convertir en achetant par exemple une pompe à chaleur. Alors on va avancer parce qu'effectivement il faut parler budget. Mais donc ce matin vous nous dites on écarte l'augmentation du gaz, c'est pas notre solution à nous pour financer une baisse de l'électricité pour tous les Français. Ça a été voté. Parce qu'il faut financer cette baisse de l'électricité, ça va coûter cher. Ça a été voté au Sénat.
Il y aura donc la même discussion à l'Assemblée nationale en deuxième lecture, et c'est légitime que cette discussion ait lieu. Pour autant, nous, on dit une chose simple, le pouvoir d'achat des ménages ne doit pas baisser. Or, 12 millions de ménages sont chauffés au gaz, et donc ils seraient directement impactés par une telle mesure. Mais vous ne nous dites pas ce matin comment vous financez votre mesure de baisse d'électricité. Mais c'est dans une réflexion, encore une fois, globale sur le projet de loi de finances. On sait qu'on doit trouver des marges, on sait qu'on doit faire des économies, et donc... pour reprendre cette expression de Roland Lescure que j'aime bien, face à chaque plus, il faut un moins. Et donc, face à une augmentation, une baisse de la TICFE, il va falloir une compensation en face. Olivier. Oui, alors juste, on va revenir sur le budget. On revient sur Jordan Bardella, mais sur un autre sujet. Il a été victime d'un G2 il y a quelques jours, en marge d'une séance de dédicace de son dernier livre. Il avait été enfariné quelques jours plus tôt. Déjà, votre réaction par rapport à ce geste isolé, mais est-ce que vous êtes inquiète sur le climat de la campagne présidentielle qui arrive? Est-ce que ça pose des questions aussi sur la sécurité des femmes et des hommes politiques et des candidats à la future élection? D'abord, c'est inadmissible. Tout acte de violence, quel qu'il soit, y compris des jets de farine ou des jets d'œufs qui peuvent paraître pas d'une grande violence pour certains, ne sont pas admissibles à l'égard de quelques responsables politiques que ce soit. Et ensuite, est-ce que je suis inquiète ? Oui, en partie, parce qu'il y a une montée de la violence à l'encontre des politiques et des élus depuis plusieurs années. On en parle souvent sur vos plateaux. On en parle avec des maires qui sont victimes de ce type de violence et qui souvent décident de démissionner, avec une augmentation de la démission des élus locaux, encore une fois, depuis plusieurs années. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va présenter une loi dans quelques semaines sur le statut de l'élu, et dont on parle aussi depuis plusieurs mois. Quant à la question de la protection, elle est évidemment assurée, et Jordan Bardella est protégé. Les femmes et les hommes politiques qui ont besoin de l'être le sont, et le ministère de l'Intérieur est évidemment extrêmement attentif et rigoureux sur ces questions-là. Mais je pense qu'une fois qu'on a dit ça, notre responsabilité, c'est aussi d'avoir une parole très claire, quelles que soient les parties concernées. Voilà. Un mot encore avant d'entrer dans les délices du débat budgétaire, mais c'est important parce que ça a été politiquement très chaud, cette question de la taxe foncière. Le gouvernement a annoncé mettre sur pause le nouveau calcul de la taxe foncière jusqu'après les municipales. C'est ce qu'on a compris, ça reprendra ensuite. Bon, donc en fait, c'est un décalage. Il n'y a pas de renoncement sur le nouveau calcul. D'abord, c'est de l'argent qui n'est pas perçu par l'État, je le redis. C'est de l'argent qui est perçu par les collectivités territoriales et donc par les mairies, les départements. Bon, nous, on dit une chose simple. Si les élus locaux souhaitent que ce recalcul de la taxe foncière soit annulé, nous l'annulerons. En l'état, il y a des concertations qui ont démarré avec Amélie de Montchalin la semaine dernière à Bercy, et les collectivités territoriales représentées, tout comme les services de Bercy et l'équipe d'Amélie de Montchalin, ont décidé de suspendre cette mesure, le temps de réfléchir à un nouveau mode de calcul. C'est un dispositif qui date de 1959. Donc avec, encore une fois, derrière des bases qui ne sont plus forcément cohérentes par rapport à ce que ça devrait être aujourd'hui. Pour autant, on a un problème parce que, fonction de là où vous vivez, fonction de l'actualisation de votre dossier, vous pouvez avoir deux maisons identiques dans le même endroit et une taxe foncière différente. Et donc là, on voit bien quand même qu'il y a une question d'équité fiscale derrière qui pose problème. Bien sûr, mais on a le sentiment que vous ne l'assumez pas totalement, puisque le Premier ministre maintenant demande finalement ou propose aux collectivités de s'emparer de ce sujet pour décider ou pas si elles appliquent cet impôt local sur leur territoire. Donc, une façon un peu de passer la patate chaude dans un contexte d'élection municipale. Ça va être compliqué. On a du mal à imaginer les maires sortants et les candidats aller dire oui, bien sûr, on va augmenter la taxe. Alors, certes, c'est pas un manque de courage finalement au bout du bout, c'est-à-dire que Sébastien Lecornu prend cette décision, enfin, le gouvernement prend cette décision d'augmenter la taxe foncière, de rééquilibrer. Alors c'est une augmentation qui normalement a lieu automatiquement tous les ans. Et ensuite, c'est pas un manque de courage, c'est aussi, je pense, une forme de lucidité, parce que ça aurait concerné 7 millions de foyers avec une augmentation moyenne de 65 €. Ben, c'est pas rien, 65 € pour 7 millions de foyers. Et donc, regarder lucidement et se dire que peut-être cette augmentation-là n'est pas nécessaire, peut-être qu'elle n'est pas comprise, et qu'en tout état de cause, c'est à ceux qui la perçoivent et donc aux collectivités territoriales de prendre la décision. Je pense que c'est juste du bon sens. Alors, le budget.
Il y a une date très importante, on va en parler, c'est le 9 décembre prochain. Il s'agit du budget de la sécurité sociale, le PLFSS. Vous disiez tout à l'heure, je vous demandais si vous étiez d'accord avec Boris Vallaud, qui s'exprime dans les colonnes du Parisien pour dire que ça peut mal se terminer. Vous avez dit oui, ça peut mal se terminer. Pourquoi ? Oui, le président du groupe socialiste a raison. Si chacun ne fait pas un pas vers l'autre, il n'y aura donc pas de compromis final et pas de projet de loi pour la sécurité sociale de voter. Et donc à ce moment-là, ça risque effectivement de très mal se terminer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on ne peut pas faire de loi spéciale pour le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Contrairement au budget de l'État, si le budget de la Sécu n'est pas voté, il n'y aura pas de loi spéciale pour rattraper. Il n'y a pas de filet. Ce qui signifie qu'on débute l'année sans cadre budgétaire. C'est en fait de l'anti-pilotage. Ça veut dire qu'on accepte, que la sécurité sociale s'endette sans barrière, sans cadre voté à l'Assemblée nationale. On sait le chiffrer, ça. Avec un chiffre qui est simple, sans projet de loi de finances de la sécurité sociale de voter, le déficit de la sécurité sociale atteindrait 30 milliards d'euros l'année prochaine. Pour donner un deuxième chiffre, ce déficit... l'objectif du gouvernement, c'était 17 milliards. Donc on aurait 30 milliards... On aurait 30 milliards de déficit l'année prochaine. Rappelons-nous que le déficit était de 15 milliards en 2024. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sans projet de loi de finances de la sécurité sociale de voter, le déficit de la Sécu aurait doublerait en 2 ans. C'est absolument colossal. Qui aurait confiance dans un système pour nos retraites qui reposerait essentiellement sur de la dette ? Personne. Voilà. Et bien, je crois que là, une fois qu'on dit ça, on comprend l'importance du vote qui aura lieu le 9 décembre. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B ce matin. Alors, on ne dramatise pas, on dit les choses. Il n'y a pas de loi spéciale possible. Il y a un déficit qui partira complètement dans le décor en cas d'absence de vote. Et donc nous, notre responsabilité, c'est de dire la vérité des chiffres. Arlette. Alors, on va rejouer encore une fois le suspense autour du dialogue avec le Parti socialiste, du compromis possible ou pas possible. Oui. Il y a une rencontre du Premier ministre avec les socialistes demain. C'est là peut-être que les points de compromis vont être définitivement établis pour avoir... Il faut un vote positif des socialistes, sinon il ne passera pas ce PLFSS. Il ne passera pas, et par ailleurs, moi je ne comprendrai pas et je ne saurais pas expliquer aux Français que les socialistes ne votent pas favorablement pour un projet de loi de finances de la sécurité sociale qui suspend la réforme des retraites. Il y aurait une forme d'incohérence derrière que, à mon avis, les Français auraient un peu de mal à comprendre. Bon, on a avancé déjà, il y a des compromis qui ont été trouvés, rappelez-vous, la partie dépenses du budget de la sécurité sociale a été votée 149-3 à l'Assemblée nationale. Moi, je n'avais jamais connu ça depuis mon élection en 2022. Donc il y avait déjà un caractère historique sur un début de compromis trouvé. Et moi je pense qu'on va y arriver. Il nous reste effectivement 10 jours absolument cruciaux, mais on va y arriver. Et je pense qu'il y a aujourd'hui encore une majorité de députés à l'Assemblée nationale, du PS jusqu'aux Républicains, en passant par le bloc central, qui ont envie qu'on avance. Alors justement, vous dites, je ne saurais pas expliquer aux Français que les socialistes ne votent pas un texte qui suspend la réforme des retraites. Est-ce que vous sauriez expliquer aux Français pourquoi des députés du bloc central s'abstiendraient ou que vos alliés, par exemple Horizon, effectivement, eux, votent carrément contre ? La suspension de la réforme des retraites, ce n'est pas notre demande. Et on y est. Alors vous n'y êtes pas du tout favorable. Les uns et les autres, opposés en principe. Et si on avait une majorité absolue avec 350 députés à l'Assemblée nationale, croyez bien qu'on n'aurait pas suspendu la réforme des retraites. Pour ça, il aurait fallu gagner les élections. Il me semble pas qu'on ait complètement gagné les élections dernières législatives il y a 1 an et demi. Donc on compose avec l'Assemblée nationale telle qu'elle est aujourd'hui. Et depuis le début, le groupe de Gabriel Attal, le groupe de Paul Christophe, le groupe Horizon, le groupe de Marc Fesneau, le groupe Modem et le groupe de Laurent Wauquiez pour la droite républicaine ont toujours fait preuve, encore une fois, de bonne foi, se sont mis dans une disposition de telle sorte que des compromis puissent être possibles. Et donc il y a aujourd'hui, je le redis, des députés du socle commun qui recherchent sincèrement le compromis. Je reprends encore là un exemple. Les députés du groupe de Gabriel Attal et du groupe de Marc Fesneau ont été les seuls à ne pas voter contre le projet de loi de finances la semaine dernière. Ils se sont abstenus. C'était les seuls.
Ouais. D'accord, mais on revient sur le parti Horizon d'Édouard Philippe. Ils ont voté contre la partie recette du projet de loi de finances. Ils ont associé leur voix à celle du Rassemblement national sur la réécriture, le fait de revenir sur les accords de 68 sur l'Algérie. Est-ce qu'aujourd'hui, Horizon est un partenaire solide et fiable pour le gouvernement ? Oui, Horizon et Édouard Philippe sont des partenaires solides et fiables avec qui on travaille depuis 8 ans maintenant. Édouard Philippe a été Premier ministre d'Emmanuel Macron pendant 3 ans. Vous le lui rappelez? Il y a ah non. Ça a été un grand Premier ministre. Et moi, je suis très fière qu'il ait été rappelé quand même qu'il a. Non, mais n'y voyez aucune malice. Mon point était juste de dire qu'on travaille avec eux de façon intelligente et cohérente depuis 8 ans. Je voudrais juste terminer mon point. Il y a, à mon avis, un sujet majeur qui intéresse le groupe Horizon, et ils ont bien raison. C'est la question du déficit global et du déficit de la sécurité sociale. Nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'on veut, avec eux, arriver à trouver des compromis qui permettent de maintenir ce déficit sous les 20 milliards d'euros. Certes, tout ne nous plaira pas à l'intérieur, mais à Horizon, ça ne leur plaira pas complètement. À nous non plus, au Parti socialiste non plus. Ce ne sera ni un budget socialiste, ni un budget macroniste, ni un budget de droite. Ce sera un budget de compromis qui vise à tenir un an, en attendant les élections présidentielles. Je pense que voilà, on est tous adultes et capables d'arriver, encore une fois, à trouver ces compromis-là dans l'intérêt supérieur du pays. Alors, des compromis sur quoi ? On va le voir dans le détail, mais j'insiste parce que Frédéric Valletoux, qui est président de la commission, vient de dire qu'en séance, il pourrait voter contre ou s'abstenir. Mais on est loin d'un soutien sur le PLFSS. On en est en séance. Oui, mais ça n'a pas commencé. Je vais vous donner un autre exemple. Parce qu'on parle beaucoup de la question des retraites, on parle moins de la réduction du déficit. Si, au bout de la discussion budgétaire, le projet de loi de finances de la sécurité sociale présentait un déficit de 28 milliards d'euros. Je vous donne vraiment un chiffre au hasard. J'ai du mal à voir effectivement comment, dans ces conditions, les députés du bloc central, d'Horizon, mais également de Renaissance ou d'LR, pourraient voter un projet de loi de finances de la sécurité sociale avec un déficit qui exploserait pour l'année prochaine. Les discussions n'ont pas commencé. Elles recommenceront, pardonnez-moi, en séance le 2 décembre, du 2 au 9 décembre. Et moi, je sais qu'il y a une majorité de députés, y compris au sein du groupe Horizon, qui souhaitent que ça fonctionne. Est-ce que vous êtes absolument sûr que, par exemple, Renaissance votera, mais vraiment sans une défaillance, la suspension de la réforme des retraites, mais on va aussi parler de ce qui se passe à Marseille, c'est très important. On va également revenir, et ça c'est le budget, sur le 49.3. Finalement, est-ce que ça n'est pas la solution de sagesse ? Est-ce que vous n'allez pas vous y rallier ? On y revient dans un instant avec vous. Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement. Maude Bréjon est notre invitée porte-parole du gouvernement. Dans quelques minutes, on ira à Marseille. Orange obligé de fermer, de fuir la réalité du trafic de drogue juste devant l'entreprise. Que répond le gouvernement ? On en parlera, c'est un sujet important, mais on n'a pas tout à fait éclusé la question du budget et la question du compromis indispensable. Dans une semaine, si le PLFSS est rejeté, tout s'arrête. Que se passe-t-il ? Vous nous le direz. Est-ce que vous seriez d'accord pour chercher un compromis que vous appelez de vos voeux depuis le départ, par exemple, de renoncer au gel des retraites, des pensions de retraite, au gel des pensions de retraite ? Ouais, nous, on n'a pas proposé le gel des pensions de retraite par plaisir. On l'a proposé parce que, dans le cadre de la réduction du déficit, on estime que l'effort doit être partagé et que les actifs ne peuvent pas porter seuls le poids de l'effort que l'on demande aux Français. On était parti avec un gel total des retraites, c'était le projet de loi initial présenté au Parlement. L'Assemblée nationale a tout dégelé. Le Sénat a proposé une mesure de compromis en disant on gèle, sauf pour les retraites en dessous de 1 400 € et sauf pour les minima sociaux, en gros. La philosophie nous va bien. Trouver un équilibre avec une partie des retraités qui seraient entièrement protégés parce qu'ils ont un pouvoir d'achat plus faible, c'est assez logique et encore une fois c'est juste et c'est du bon sens. Que les retraités qui le peuvent un peu plus contribuent aussi, comme le feront certains actifs, c'est du bon sens. Et je pense qu'il y a beaucoup de retraités qu'on met un peu dans une case parfois. On parle des retraités comme si c'était une population homogène. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de retraités qui sont d'accord pour contribuer à l'avenir de leur pays, qui s'intéressent à la dette qu'on lègue à leurs enfants ou à leurs petits-enfants, qui se sentent concernés par le budget de la défense et qui savent que c'est extrêmement important. Donc, est-ce qu'à la fin, la barre, c'est à 1 400 €
Peut-être pas. Laurent Wauquiez avait proposé 1 700 € l'année dernière. Il y aura des débats là-dessus. Mais je crois que là encore, c'est un bon débat. Là, c'est un moyen de récupérer tout le monde. C'est-à-dire, vous dites, le gouvernement est favorable, donc le bloc central sera favorable, et comme ça, vous allez faire un sourire à Laurent Wauquiez, et les LR pourraient être assez compréhensifs sur le vote final. Vous y voyez de la tactique politicienne. Nous, on dit une chose simple. C'est ça. Voilà, pour réduire le déficit, on souhaite que tout le monde contribue. On a bien conscience qu'il y a une part des retraités qui aujourd'hui ne le peuvent pas parce qu'ils ont des pensions de retraite trop faibles. Et donc, avec le Parlement, dans la philosophie que le Sénat a proposée, on va essayer de trouver, écoutez, encore une fois, un chemin de compromis, un point d'équilibre acceptable pour les différentes forces politiques, mais surtout acceptable pour les Français, parce qu'à la fin, c'est eux qui contribuent. Chemin de compromis, sur quel autre point pourriez-vous faire des concessions? Une des lignes rouges des socialistes, c'est le déremboursement de certains médicaments et le doublement des franchises médicales. Là-dessus, il peut y avoir un bouger du gouvernement? Là encore, on est prêt à discuter. Mais de quoi parle-t-on? Les franchises médicales, d'abord, rappelons que 18 millions de Français en sont totalement exonérés. 18 millions de Français ne paient pas du tout de franchise médicale. Est-ce qu'on peut élargir ces populations-là et protéger d'autres Français qui aujourd'hui ne le sont pas? Peut-être, ça peut faire partie du débat. En revanche, notre position n'a pas changé. Est-ce qu'on estime que certains Français qui, encore une fois, le peuvent parce qu'ils ont des revenus un peu plus importants, peuvent payer un peu plus cher leurs médicaments lorsqu'ils vont à la pharmacie? On estime que oui. Dit autrement, quand on a un déficit, comme c'est le cas cette année, de 23 milliards d'euros sur la Sécu, le tout gratuit pour tout le monde n'est ni souhaitable ni tenable. D'accord, mais là, les socialistes, pour eux, c'est une ligne rouge. Boris Vallaud le redit encore ce matin dans les colonnes du Parisien. Donc, où est-ce qu'on trouve le compromis sur ce sujet-là, précisément? Il y aura des discussions parlementaires, mais notre position, à nous, encore une fois, notre conviction n'a pas varié. Le tout gratuit en matière de santé, ce ne sera pas tenable. Et donc, les économies qu'on n'est pas en capacité de faire aujourd'hui, il faudra les faire demain, et dans un contexte qui potentiellement sera encore plus difficile. Maintenant, moi, je ne rejette pas la discussion par principe, et depuis le début, on a une posture qui est assez simple, il n'y a pas de mauvais débat, et on sait bien que le gouvernement ne peut pas imposer ses vues aux différentes forces politiques, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de majorité absolue. Mais si le Parti socialiste souhaite revenir intégralement sur la question des franchises médicales, il va falloir qu'il propose, encore une fois, en face, une mesure d'économie pour compenser. Parce que tout ça, c'est l'argent du contribuable. Et au bout du bout, si on veut qu'un projet de loi de finances de la Sécu soit voté, il faut qu'il y ait un déficit raisonnable. Alors, en voyant cela, ce spectacle de discussion, d'abord, c'est pas gagné, mais pardon, Bruno Retailleau du Sénat, où il est revenu, parle de tambouille. Il est extrêmement critique par rapport à ce que le gouvernement, justement, fait comme pas vers les socialistes pour trouver ce fameux compromis. Tambouille. Oui, mais tout ça, c'est de la politique. Bruno Retailleau a quitté le gouvernement, il est maintenant chef de parti, donc il est dans une position qui est différente de la nôtre. Pour autant, on a été dans le même gouvernement, vous savez, sous Michel Barnier, et on a travaillé ensemble, on a travaillé à faire des compromis à ce moment-là aussi à l'Assemblée nationale. Et il sait à quel point c'est difficile. Prenons la question du gel des retraites. Elle se posait déjà sous Michel Barnier. Prenons la question de l'augmentation de l'impôt sur les sociétés pour les 400 plus grandes entreprises de France. C'était une mesure qui était présentée dans le budget de Michel Barnier il y a un peu plus d'un an de ça. Donc voilà, moi je comprends les positions, encore une fois, de Bruno Retailleau. Je ne découvre pas que Bruno Retailleau n'est pas de gauche. C'est pas un grand scoop. Mais je sais qu'aujourd'hui la droite française est attachée à l'ordre. Et je sais que Bruno Retailleau sait mieux que d'autres l'importance d'avoir un budget en fin d'année. Sauf qu'il y a un an, Michel Barnier, puisque vous faites allusion à Michel Barnier, il est tombé censure sur le PLFSS. C'est pour ça que vous vous dites... c'est un vote essentiel le 9 décembre, et si le vote n'a pas lieu, c'est fichu. Et éventuellement, il y a derrière, à nouveau, une motion de censure et une chute du gouvernement. D'abord, la censure de Michel Barnier, on estime qu'elle a coûté 12 milliards d'euros à l'État et donc 12 milliards d'euros aux contribuables. L'absence de projet de loi de finances de la sécurité sociale en début d'année dernière, c'est ce qui a fait exploser le déficit et ce qui a amené le déficit à 23 milliards d'euros en 2025, c'est-à-dire 8 milliards de plus que l'année précédente. C'est pas neutre pour les finances du pays et donc c'est pas neutre pour l'argent du contribuable à la fin. Une fois que j'ai dit ça, on a bien conscience que c'est extrêmement difficile. On a bien conscience que le débat parlementaire 149.3, il est long, il est technique, il prend du temps. Qu'est-ce qui se passe encore une fois,
Si le 9 décembre, on a Notre compris... responsabilité, c'est d'y arriver. D'accord, mais si ça, si ça ne fonctionne pas, c'est quand même une hypothèse. Le 9 décembre, vous nous l'avez dit, le trou de la Sécu, mécaniquement, ce sera 30 milliards en 2026. Ça, c'est la question budgétaire. Politiquement, il se passe quoi? Politiquement, si le 9 décembre, le budget de la Sécu est rejeté. Mais je ne sais pas vous répondre. Je ne sais pas vous répondre ce qui se passe demain si on n'a pas de projet de loi de finances de la sécurité sociale. Qu'est-ce que ça... Bon, ça, c'est pas à moi de le dire. Les oppositions peuvent, si elles le souhaitent, déposer une motion de censure. Concrètement, tout peut et nous, on sait qu'on est de toute façon sous la tutelle des 577 députés de l'Assemblée nationale. Ce que je peux dire, c'est que si le projet de loi de finances de la Sécu n'est pas adopté le 9 décembre prochain, on pourra tous constater l'échec des discussions parlementaires, l'échec de la capacité de l'Assemblée nationale et du Sénat à trouver des compromis pour 1 an avant la présidentielle. Et je vais vous dire, je ne sais pas qui y perd le plus entre les socialistes, les républicains, le gouvernement, Renaissance, etc. Je crois qu'à la fin... Que des perdants ? Je crois qu'à la fin, on est tous perdants. Voilà. Sauf ceux qui voulaient faire chuter le gouvernement. Je pense qu'à la fin, on est tous perdants. Non, vous savez, je pense pas que ceux qui jouent la politique du pire aujourd'hui, et je pense notamment à la France insoumise, sortent bien gagnantes d'une explosion du déficit et d'une dégradation de l'image de la représentation nationale dans son En tout cas, ensemble. Sébastien Lecornu, il sera effectivement lui aussi un perdant. Je pense qu'on sera tous perdants. Ouais. Voilà. Et moi, je veux pas me projeter dans l'idée que l'Assemblée nationale serait incapable de se mettre d'accord à un moment aussi important. Vous savez, encore une fois, je le redis, la partie dépense, elle a été votée à l'Assemblée nationale. On a fait la moitié du chemin. D'accord. Pas rien. Qu'on comprenne bien, le 9, si le texte est rejeté, ça veut dire que tout s'arrête, qu'on bascule en loi spéciale à partir de janvier. Il n'y a pas de loi spéciale. sur le projet de loi sociale. Il n'y a pas de loi spéciale. Qu'est-ce qui se passe alors ? Il n'y a pas de loi spéciale. Si le budget de la Sécu a été rejeté, on irait vers une explosion du déficit pour la sécurité sociale. On parle quand même de la santé, on parle des hôpitaux, on parle des retraites, c'est pas rien. Et sans capacité de le rattraper. Donc le gouvernement devrait donc à ce moment-là, allons jusqu'au bout des choses, revenir devant le Parlement en janvier ou février prochain pour redéposer un nouveau budget de la sécurité sociale et repartir dans l'intégralité des discussions budgétaires qui dureraient 50 jours, c'est constitutionnel. Ce serait pas bon pour le pays parce qu'encore une fois, il y aurait des conséquences budgétaires colossales et ce serait pas bon, je pense, pour le Parlement non plus. Alors, il y a une façon de l'éviter, Arlette. Oui, c'est le retour du 49-3. Alors, c'était épouvantable, le 49-3. Les socialistes vous avaient demandé de ne pas l'utiliser au Premier ministre. Sébastien Lecornu s'est engagé. Et puis aujourd'hui, comme ça, plane effectivement l'idée que le Premier ministre pourrait y recourir. D'ailleurs, c'est ses prérogatives et son rôle, rappelle Boris Vallaud ce matin. C'est pas aux socialistes, évidemment, de le décider. Alors, oui ou non, le 49.3 est-il à nouveau utilisable pour sauver le budget ? Non. D'abord, le 49.3, on l'a posé sur le côté, si je puis dire, à la demande des socialistes. C'était pas la volonté de Sébastien Lecornu ou du gouvernement de ne pas utiliser le 49.3. C'était d'abord la demande du Parti socialiste. Et de bon nombre de groupes parlementaires, d'ailleurs. C'était pas les seuls à réclamer l'abandon du 49.3. Bon, demande à laquelle on a accédé. Et nous, on refuse de se projeter dans l'utilisation éventuelle du 49.3. Vous le rejetez formellement. Parce que tout ce qui revient à faire une loi spéciale, utiliser les ordonnances, un retour par la fenêtre du 49.3, enfin toutes ces options-là qu'on entend depuis quelques jours, c'est non. Ça revient pour les parlementaires à fuir leurs responsabilités. La responsabilité des parlementaires, c'est de voter un budget. C'est la première prérogative du Parlement. Et c'est une chance que ces débats puissent avoir lieu sans 49.3. Moi, je le redis, j'ai été élue députée en 2022. J'ai vu passer un certain nombre de budgets. Je n'ai jamais eu l'occasion, jamais, en tant que députée de la Nation, de me prononcer sur un budget. Je ne sais pas si on se rend compte. D'accord, mais très vite s'arrêter sur un texte où il y aurait des gains un petit peu pour la droite et des gains un petit peu pour la gauche, avec in fine, au final, un Premier ministre qui déclencherait un 49.3, est-ce que malgré tout ce ne serait pas la meilleure solution pour avoir un budget à la fin de l'année ? S'il y a des gains un petit peu pour la droite et des gains un petit peu pour la gauche et que personne n'est complètement mécontent, dans ce cas-là, allons au vote. Mais si le vote échoue, est-ce que c'est pas plus simple d'aller vers un 49.3, tout simplement ? Mais c'est pas plus simple. Pour l'intérêt général, finalement. Mais c'est trop facile comme approche, en fait. Non, mais mais moi je veux bien. La responsabilité des députés, c'est de voter un budget. Et donc, on doit aller au bout des choses. Et encore une fois, je vais tirer le fil.
Si le projet de loi de finances était rejeté, on ne peut pas revenir avec un 49.3, puisqu'il est rejeté. On doit de nouveau construire un projet de loi de finances, arriver en janvier, le présenter au Conseil d'État, le présenter au Conseil des ministres, dérouler l'ensemble de la procédure budgétaire, 70 jours en parallèle des élections municipales. Voilà. Donc c'est un non catégorique. C'est un non. C'est clair. Oui. Ça, c'est clair. On garde l'extrait. Et on reviendra dans quelques semaines pour voir si la réalité concorde. Non, il faut qu'on aille à Marseille, parce qu'il s'est passé évidemment des événements qui ont beaucoup frappé les Français. La société Orange a fermé jusque décembre pour protéger ses 1200 salariés. Mais il y a aussi la BNP Paribas à Aubervilliers, qui envisage de déménager pour éviter l'environnement des trafiquants. La couple de restaurateurs à Rennes qui dit qu'il a tout perdu, qu'il doit déménager là aussi à cause du narcotrafic. Donc obligation de fuir, c'est terrible. Est-ce que c'est à l'État maintenant de faire en sorte que ces entreprises puissent travailler normalement ? En tout cas, l'État a évidemment une responsabilité majeure dans le maintien de la sécurité du quotidien et dans la lutte contre le narcotrafic. C'est une évidence. Et on ne se dédouane pas de nos responsabilités. C'est absolument pas le cas. Moi, je dis une chose simple. Je refuse d'entendre que l'État ne fait rien ou n'aurait rien fait depuis plusieurs années. On a voté une loi qui permet d'augmenter notre arsenal pour lutter contre le narcotrafic. C'était en début d'année dernière. Porté d'ailleurs par Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. Bon, le décret de cette loi entre petit à petit en application. On a augmenté le nombre de forces de l'ordre, 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Et ben c'est autant, encore une fois, de forces de l'ordre en capacité d'assurer la sécurité dans ces quartiers. Et puis il y a le budget dont on est en train de parler, qui prévoit encore une fois une augmentation de 1600 personnes pour la justice, de 1600 postes pour la justice et de 1400 postes. Alors, vous êtes porte-parole du gouvernement, c'est normal que vous plaidiez pour tout ce qui a été fait. Souvenez-vous, Maud Bréjon, juste avant la précédente présidentielle, Emmanuel Macron avait annoncé un grand plan Marseille en grand, de 4 milliards d'euros pour les Marseillais, pour sauver Marseille des gangs et puis aussi les habitants de la paupérisation. Aujourd'hui, on ne voit toujours rien de ces milliards. La situation ne s'est pas arrangée, c'est même envenimé. Qu'en est-il aujourd'hui de Marseille en grand ? Et on entend dire qu'Emmanuel Macron pourrait revenir à Marseille dans les tout prochains jours. Est-ce que vous nous le confirmez ? Qu'en est-il exactement ? Il pourrait revenir à Marseille dans les prochains jours. Je laisserai l'Élysée le confirmer. Moi, je dis une chose simple. Le président s'est investi. D'accord, mais aujourd'hui, c'est un échec. Pardonnez-moi. Le président s'est investi pour la ville de Marseille, effectivement, depuis plusieurs années. Il y a des moyens colossaux qui ont été déployés. On sait que ça prend du temps. Et pour autant, quand on voit la situation aujourd'hui, on peut se dire que c'est aussi absolument nécessaire. Et en parallèle, tout ce qui a été fait par Gérald Darmanin, soutenu par le président de la République, dans la lutte contre le narcotrafic depuis plusieurs années, tout ça aussi, ça existe et ça a porté ses fruits. Rappelez-vous les opérations Place Nette, rappelez-vous l'augmentation du budget de la justice, rappelez-vous l'augmentation du budget de la... Non, du budget de l'intérieur. Encore une fois, je veux bien qu'on ait une vision un peu simpliste des choses. Je sais que c'est difficile. La lutte contre la drogue, la lutte contre les narcotrafics, ça prend du temps et ça se fait de la cage d'escalier jusqu'aux grands réseaux internationaux. C'est une lutte qu'on a peut-être jamais, qu'on ne gagne peut-être jamais. Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui vont le matin travailler dans les quartiers nord et qui partent avec la boule au ventre quand elles prennent le métro, les transports en commun, qu'on oblige aujourd'hui d'être encadrés par des agents de sécurité, pour ne citer que le cas des employés d'Orange? C'est quand même pas normal, ça. Vous êtes déjà allé dans les quartiers nord de Marseille? Vous avez vu comment ça se passe? Il y a encore aujourd'hui des ados qui tiennent des points de deal, ils n'ont même pas 15 ans. C'est pas normal. Et ce que je vous dis, c'est que l'État fait tout son possible et met tout en œuvre, tant sur le plan budgétaire que sur les plans des moyens déployés sur place, pour faire en sorte que les choses s'arrangent. On est lucide sur la situation. On sait que c'est difficile, on sait que ça prend du temps, on sait qu'on n'a pas tout réussi. Et en même temps, moi, je refuse d'entendre que depuis plusieurs années, le président de la République et les gouvernements successistes n'ont rien fait. Parce que dire ça, c'est malhonnête, en fait. Non, ils n'ont rien fait, mais les Français disent qu'ils n'ont pas fait assez. Bastien Auger va nous rejoindre. Une question, Arlette, avant. Non. Pour compléter sur Marseille, c'est-à-dire effectivement Paribas, BNP Paribas et puis Orange, est-ce qu'il y a un risque d'autres entreprises se retirent de ces quartiers en disant ce n'est plus possible, la sécurité de nos salariés n'est pas assurée? Il y a un risque de contagion, est-ce qu'il va y avoir un appel pour les entreprises pour qu'elles restent? Notre responsabilité, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas le cas, voilà, tout simplement. Voilà, ça c'est dit. Bastien Auger vous le présente, mais vous le connaissez, du service politique de TF1 LCI. Bastien Auger, vos questions du tac au tac à Maud Bréjon.
Avec des réponses courtes, s'il vous plaît. L'Assemblée nationale a voté cette semaine pour la nationalisation d'ArcelorMittal sur une proposition de loi de la France Insoumise. Est-ce que le gouvernement va suivre ce vote de l'Assemblée nationale ? Non, parce que la nationalisation n'est pas une solution. ArcelorMittal est confronté à de très grands enjeux sur la question du coût de production, de la concurrence déloyale, notamment indienne et chinoise. Et donc, la bonne façon de répondre aux difficultés d'ArcelorMittal, c'est à l'échelle européenne. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec un plan pour l'acier, avec une augmentation des droits de douane. Et c'est certainement pas dans un décret de nationalisation qu'on répond à leurs difficultés. Les téléphones portables vont sans doute être interdits à la rentrée prochaine dans les lycées, a dit cette semaine Emmanuel Macron. Ça veut dire quoi, sans doute ? Est-ce que le gouvernement prépare bien ce projet ? Oui, il y a des consultations qui doivent encore avoir lieu, des discussions qui doivent avoir lieu avec les représentants des chefs d'établissement, avec l'éducation nationale. Mais c'est prévu, c'est avec les parents d'élèves. Ça s'inscrit dans un combat de longue date du président de la République, vous le savez, qui est extrêmement investi sur la question des écrans, sur la question des réseaux sociaux. C'est une mesure qui est importante et je ne minimise pas ce que ça peut représenter, y compris pour les jeunes. Mais quand on voit aujourd'hui les difficultés auxquelles on est confronté et la primauté qui doit être donnée à l'apprentissage, ça me semble absolument nécessaire. Alors, plusieurs syndicats sont assez sceptiques. Ils nous disent que, alors, vous savez, déjà officiellement, c'est déjà le cas dans les collèges, par exemple, cette interdiction. Ils nous disent, en fait, c'est pas effectif dans certains collèges parce que, tout simplement, on n'a pas les moyens de le mettre en œuvre. Par exemple, on n'a pas les moyens d'acheter des casiers pour mettre ses téléphones portables. Donc là, est-ce que vous nous annoncez que cette annonce sera accompagnée de moyens pour que ce soit mis en œuvre, ou c'est surtout un grand principe théorique ? Non, cette annonce, fonction du débouché suite aux discussions et aux consultations dont j'ai parlé, sera évidemment accompagnée de moyens pour la mise en œuvre. Il ne s'agit pas de dire au chef d'établissement... Réponse brève à une question qui ne l'était pas tout à fait. Allez-y. Je suis relancée, donc il ne s'agit pas de dire au chef d'établissement débrouillez-vous avec cette D'accord, donc vous nous dites il y aura des moyens. Oui. D'accord. Le président de la République, lors de ses vœux, avait dit qu'il y aurait, lors de cette année 2025, des consultations des Français, qu'il leur demanderait de trancher. On arrive au dernier mois de l'année. Est-ce qu'il y a des référendums dans les tuyaux ou est-ce que c'est abandonné ? Ça, c'est au président de la République de répondre. Avec le gouvernement qui s'est travaillé quand même. Très bien. Le Premier ministre souhaite un débat à l'Assemblée nationale dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, sur la défense. Quelle est la question que vous allez poser aux députés ? Simplement, est-ce que l'Assemblée nationale est favorable ou pas à une augmentation de 6,7 milliards d'euros du budget de la défense dans un contexte international qu'on connaît ? C'est une dépense importante, c'est une hausse de trajectoire, encore une fois, qui est significative. Et donc, démocratiquement, il nous semble normal de permettre à l'Assemblée de se prononcer par un vote très direct sur cette question. Est-ce qu'il y aura un vote pour ou contre le service national volontaire qu'a présenté Emmanuel Macron cette semaine ? C'est pas prévu aujourd'hui, mais le Premier ministre, vous l'avez vu, se réserve la possibilité de recourir à des votes au titre de l'article 50-1 de la Constitution, donc ce n'est pas impossible. Cette semaine, l'Assemblée nationale a voté contre le traité avec le Mercosur, vote non contraignant. Dans le même temps, plusieurs ministres ont dit que, en l'état, le traité leur semblait inacceptable, même avec les clauses de sauvegarde. Et il y a quelques semaines, le président de la République, lui, à l'inverse, avait dit qu'avec des clauses de sauvegarde, ça serait possible de soutenir ce texte. Alors, reconnaissez que ce n'est pas forcément clair pour les Français. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire très clairement, oui ou non, en l'état actuel du texte, avec ces clauses de sauvegarde, est-ce que la France est pour ou contre ce traité ? En l'état actuel des choses, en l'état actuel du texte, le traité sur le Mercosur n'est pas acceptable. Et Emmanuel Macron... On a avancé sur un certain nombre de conditions, vous avez raison. On avait 3 exigences, clause de sauvegarde, mesure miroir, renforcement des contrôles. On a été en partie entendu par l'Union européenne et par Bruxelles sur ces exigences-là, mais ça ne va pas aujourd'hui assez loin, et donc en l'état, le texte n'est pas acceptable. Donc il faudra le bloquer à l'échelle européenne ? Il faut continuer à discuter pour obtenir ce qu'on a demandé. Olivier, pardon. Non, une inquiétude qui monte au sein du bloc central, confirmée par un sondage qui a dernièrement mis Jordan Bardella vainqueur au second tour de la présidentielle. Le sujet de la primaire et donc d'un candidat unique. Est-ce que vous y êtes pour ? Est-ce que vous y travaillez, vous aussi ? On sait que Gérald Darmanin, ces derniers jours, a vu beaucoup de monde en coulisses. Gabriel Attal et Édouard Philippe ne veulent pas entendre parler. Moi, je milite activement pour que la droite et le centre aient un candidat unique à l'élection présidentielle de 2027. Un candidat unique qui irait de Renaissance jusqu'aux Républicains, parce qu'on gouverne ensemble depuis 1 an et demi, parce qu'on a en réalité beaucoup de points communs, et parce que si on ne fait pas ça, les uns et les autres, candidats potentiels ou déclarés, pourront tous regarder le débat du second tour entre M. Mélenchon et M. Bardella depuis leur canapé. Voilà. Et je crois que celles et ceux qui aujourd'hui
joueraient la division et refuseraient cette dynamique unitaire auront une responsabilité historique devant les Français. Voilà, je pense que nos électeurs ne nous pardonneraient pas ça. Et quand vous regardez les sondages, les enquêtes d'opinion, et notamment celui qui met et donne un avantage à Jordan Bardella, même s'il faut prendre bien sûr ces hypothèses de second tour avec beaucoup de précautions, vous vous dites, ça va peut-être les faire bouger, vos camarades qui refusent la primaire ? Je me dis qu'en l'état, personne ne peut prétendre y arriver seul. Personne ne peut arriver au sein du socle commun, encore une fois, de Renaissance et LR, avec une position qui serait hégémonique par rapport aux autres. On y arrivera ensemble ou on échouera les uns à côté des autres. C'est assez simple. Et donc, de Gabriel Attal à Bruno Retailleau, il faut que tout ce petit monde s'entende. Est-ce que ça passe par une primaire ? Est-ce que ça passe par autre chose ? Ce n'est pas à moi de le dire. En tout état de cause, je constate quand même avec satisfaction que depuis quelques semaines, si ce n'est quelques mois, l'idée d'avoir un candidat commun gagne du terrain. Et donc c'est une bonne chose. Voilà. Moi je suis pour cette dynamique unitaire et malheur aux diviseurs. Merci beaucoup. Merci Bastien Auger pour vos questions du tac au tac qui nous ont inspirés. Merci beaucoup Olivier Beaumont, Arlette Chabot. Merci Maud Bréjon d'avoir été l'invité dans Toute Franchise.